Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation du vidéo explicatif sur le troisième laboratoire pour remplir les cases de Excel. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Quand on ouvre Excel, eh bien, on a ceci. Il va falloir remplir l'identification, donc vous remplissez vos noms, prénoms de chaque coéquipier, n'est-ce pas? Là, je ne le remplirai pas. Et ensuite, on peut regarder le rapport de référence. Le rapport de référence, je vais scroller jusqu'en haut. Ça serait important de le lire. Regardez-le, regardez les titres du tableau, regardez les noms de colonnes, etc. Ça va vous donner une idée de ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut faire, excusez-moi encore. Ce qu'il faut faire, c'est ça ici. Euh, c'est pas grand-chose qu'il faut faire, c'est remplir ces tableaux-là. Les cases blanches. Je vais aller voir dans le rapport des étudiants. Et voilà. Alors, donc ici, on a les paramètres fixes de l'expérience, l'incertitude de la balance qui est 0,3 grammes. Le champ gravitationnel qui est toujours le même. Hein, la Terre, c'est 9,81, plus ou moins 0,01. Ça, c'est l'incertitude relative. Donc, il va falloir calculer ça. La masse totale de votre chariot, ça, vous l'avez probablement prise en mesure. Il faut inscrire ça ici. Ensuite, il faut inscrire les mesures que vous avez faites pour les masses suspendues. Vous avez eu 7 masses suspendues. Ça commençait par 75, puis ça finissait par 45 environ. Okay? 75 ici, puis 45 environ, me semble. Et vous avez aussi des graphiques. Les graphiques, je vous rappelle, les graphiques, ça ressemblait à ceci, là. Okay? Donc, vous avez des régressions quadratiques qui vous donnent des paramètres A, B et C. Le A ici serait 0,0341. Puis, comme j'ai fait plusieurs effets, j'ai fait 5 essais, on trouve presque la même chose pour tous les essais, mais ça peut varier, ça dépend de la friction, puis ça dépend des trajectoires sur le rail qui ont été utilisées. Enfin, il y a peut-être il y a des petites fluctuations, là, mais ça, on ne contrôle pas ça. Donc, il va falloir placer vos données ici dans ce tableau-là pour vos 5 essais que vous avez faits lorsque vous aviez une masse de environ 75 grammes. Donc, ça, il faut le remplir. Puis là, ça dépend de vos données. Moi, je vais les remplir avec les miennes. Okay? Mais si je continue ici, après, on n'a que des cases jaunes. Donc, ce sont que des cases qui commencent par un signe d'égalité et qui vont faire des calculs ou qui vont se référer à d'autres cases de ce tableau-là. Donc, hop, vous avez déjà ici mes données qui sont toutes remplies. Donc, j'avais un chariot qui était 1,0,0512. Et vous aviez ici, moi j'avais des masses qui oscillaient là, de 75,2 à 45,2. Remarquez que c'est toujours une baisse de 5 grammes à chaque fois qu'on faisait les 5 autres essais. Donc on a 35 essais. Et ici, ce sont les paramètres A de mes régressions quadratiques. Je vous rappelle que c'est le premier paramètre ici d'une parabole. OK. Ça, c'est fait. On va y aller avec ça, vous connaissez ça, ça fait plusieurs fois que je le fais. L'erreur relative d'une valeur comme ça, avec son incertitude. Évidemment, je commence par égal. Égal. Et je choisis l'incertitude divisée par la valeur et ça me donne l'incertitude relative. La même chose pour la balance, sauf que la balance, on n'a pas l'incertitude absolue. L'incertitude absolue, ce serait l'incertitude de la balance, puisqu'on a utilisé la balance ici. Son incertitude, c'est comme ceci. Donc, l'incertitude, ça devrait être égal à l'incertitude de la balance. Cette case-là. Et je l'ai marqué. Bon, ici, c'est un peu trop, là. Il faudrait changer les chiffres significatifs. Ça, ce serait bien. Maintenant, attention, ça, c'est en grammes, tandis que ça, c'est en kilogrammes. Donc, il faudrait que je divise le tout par 1000. Parce que 1 gramme, ce n'est pas 1 kilogramme. Il faut diviser la quantité de grammes par 1000 pour avoir des kilogrammes.
Donc, ça nous donne, oh, 0. Donc, c'est pas assez. Fait que je vais aller en mettre un peu plus. Ici, c'est pour augmenter le nombre de décimales, tandis que c'est pour diminuer ou réduire. Donc, j'ai mon incertitude qui vient de ceci. Et c'est un calcul parce que ce n'est pas la même unité. Maintenant, l'erreur relative, vous le savez, c'est égal. Je prends l'erreur absolue, je divise par la mesure et j'ai trouvé ici l'erreur. C'est vraiment une toute petite erreur ici. Là. C'est pas vraiment cette mesure-là qui va poser problème avec cette petite erreur-là. Maintenant, les erreurs ici, les erreurs absolues, là, les erreurs absolues de cette valeur-là, c'est l'erreur de la balance. Mais faites attention ici. Là, je vais faire égal. Et là, je vais mettre ma case qui est ici. J'ai choisi B8. Sauf que là, je vais faire une chose importante. Je vais placer juste en avant du 8, je vais placer en avant du 8 le symbole de signe de dollar. Ça va figer la ligne 8. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir prendre cette case-là et dire « Hey, fais-moi le même calcul pour toutes les lignes en bas. » Sauf que ça va marcher puisque j'ai choisi une valeur qui était figée ici. Donc, si jamais, regardez, si jamais je n'avais pas fait ça, si j'enlevais le signe de pièce ici, okay? Puis là, je faisais en même chose. Ah, j'ai un point 3 ici, puis je fais ça ici, là, ça ne marcherait plus. Ça ne marcherait plus parce que ça indiquerait cette valeur-là, après cette valeur-là, après cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là. Et on verrait cette erreur absolue apparaître qui est complètement fausse. Donc, je vous rappelle, je reclique ici, je m'en vais choisir entre le B et le 8, et là, j'insère le caractère signe de pièce, ça va figer la ligne, et là, je vais pouvoir recalculer pour toutes les autres lignes, mais ça ne changera pas la ligne. Donc, faites attention, il ne faut pas l'écrire en chiffres ici, il faut l'écrire en formule, parce que les cases jaunes sont des formules. Ils commencent tous par égal, et on doit faire des références et des calculs à partir des références. Ici, erreur relative égale quoi? Égale l'erreur absolue plutôt, divisé par la mesure. Et là, il ne m'apparaît pas grand-chose. Je vais juste enlever, je vais dézoomer un peu. Ouais, ça marche. Quand on dézoome, des fois, ils ont de la misère. Quand on est trop zoomé, le chiffre ne peut pas s'afficher. Il faut soit augmenter la largeur de la colonne ou bien réduire un peu la grosseur des caractères. Et là, je fais... Oh, pardon. Je fais un recalcul vers le bas. Et c'est fini. Maintenant, ici, j'ai besoin d'avoir le paramètre A moyen. Ben, ça va être très simple, ça. La moyenne, ça va être quoi? Égal. Il y a une fonction qui s'appelle moyenne. Je vais l'utiliser. M-O-Y. Puis là, il nous suggère une moyenne ici. Alors, je vais faire moyenne. Voilà. Et là, je vais sélectionner les 5 colonnes. L7, AP7. Je ferme ma parenthèse. C'est la moyenne des valeurs qui sont entre L7 et P7. Je ferme ma parenthèse, je fais un retour de chariot et j'ai ma moyenne. Là, je vais reconduire le calcul pour toutes les cellules d'en bas. Donc, ils vont faire la moyenne de toutes les cellules. Ici, là, ça ne sera pas le même calcul. Ça va être L13, tandis qu'ici, c'est L8, tandis qu'ici, c'est L7. Fait que je continue. Ici, c'est l'erreur, l'incertitude sur la moyenne. Bon, là, c'est un calcul savant. Ça vient de mon collègue François Vervette, qui nous a indiqué qu'avec ses recherches, cette formule-là, là, qui est juste en bas, elle fonctionne très bien. Okay? Et je vous demande de la retranscrire. Fait que là, je vais transcrire quoi? Ben, je vais transcrire exactement ça. L'incertitude de A moyen, ça va être égal. Puis là, je vais marquer égal. Je vais marquer le 2 points. Moi, ça marche, ça fonctionne avec des points. Faites attention, ça peut fonctionner avec des virgules ou des points. Si vous voyez qu'il y a des erreurs de calcul, c'est peut-être parce que les points ne sont pas bien interprétés ou les virgules ne sont pas bien interprétées. Ici, moi, mes points, ça fonctionne. Peut-être que vous, ça ne fonctionnera pas, mais les miens, ils fonctionnent. Donc, soit qu'on choisit virgule ou point, puis vous allez voir. Donc, 2,78 multiplié par... Puis là, je vais marquer écart. Puis là, c'est écart type. J'en ai un ici, écart type. Bang! Je l'ai choisi.
OK, je double-clique. Et après, je fais quoi? Ben, il faut choisir les 5. Fait que là, je choisis les 5 données. Je ferme mon écart type, je ferme ma fonction écart type. Je divise par un signe, un slash, par la racine. J'utilise racine. Ah, et là, je vais double-cliquer ici. Racine. Racine de quoi? Racine de 5, parce qu'on a 5 données. Et c'est tout. Puis je vais faire une addition de 0,001. Et là, ça va me donner mon incertitude. C'est un calcul savant, je ne vous l'explique pas, je le comprends moi-même même pas, mais selon mon collègue François qui a étudié ça en statistique, ce serait une des très bonnes méthodes pour trouver une incertitude sur une moyenne de données qui proviennent de 5 données. Et je recommence le calcul pour toutes les lignes. L'erreur relative, comme vous le savez, ça va être égal à l'erreur absolue divisée par la mesure ou le résultat. Et ça me donne ça ici et je vais recalculer. C'est fait. Maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive ici à la force résultante. Alors, on a plein de calculs. Calcul de la force résultante, de l'accélération et du taux F, la force sur l'accélération pour 7 essais différents. Et évidemment, les 7 sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, la force résultante. La force résultante, c'est la force à laquelle on a propulsé les masses en mouvement. Donc, on sait que c'est le poids. Okay? J'ai marqué ici un 3 petits. La force résultante, c'est le poids de la masse suspendue. Donc, si on veut trouver le poids de la masse suspendue, c'est assez simple. On va faire égal. On va ouvrir une parenthèse. On va prendre la masse qui est ici, le 75,2. On va le diviser par 1000, parce que je veux que ce soit en kilogrammes. Et là, ça devient la masse. Puis la masse multipliée par quoi? Multipliée par, je vais vous montrer, le G. Ça ici. Lui, là. Fait que fois G. J'ai fini. Ça, c'est le poids. On peut reconduire, mais attention, si je reconduis, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Savez-vous pourquoi ça ne marche pas? Parce que il y a une valeur, le B13 qui est ici, là, le B13, il faut bloquer la ligne. Donc, c'est B, signe de pièce 13. Donc, j'ai mis B, signe de pièce 13. Puis là, si je fais ça, si je recopie vers le bas les formules, là, ça fonctionne. Maintenant, là, on va faire l'incertitude. L'incertitude, c'est pas évident, là. Il paraîtrait que lorsqu'on fait une multiplication, je viens de faire une multiplication ici, là. Je viens de multiplier. Puis en multipliant, j'ai multiplié quoi? Cette valeur-là avec cette valeur-là. Et comme cette valeur-là a une incertitude, c'est sûr que mon résultat de la multiplication de cette masse suspendue-là fois le champ gravitationnel, ça va donner une incertitude pour ce produit-là. Hein? C'est le résultat d'une multiplication. Donc, comment on trouve ça? Bien, quand on a une multiplication, on a simplement à additionner, selon les règles que vous avez apprises en chimie, ça s'appelle les règles simples, on a simplement à additionner les erreurs relatives de chacun des facteurs. On a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la masse suspendue. Parfait. Fait que je vais faire égal. Là, je trouve pas la masse, je ne trouve pas l'erreur absolue tout de suite, je trouve l'erreur relative. Parce qu'on additionne les erreurs relatives. On prend l'erreur relative de lui, plus l'erreur relative du deuxième, plus l'erreur relative du deuxième facteur, qui était le champ gravitationnel. Celui-là, ici, l'erreur relative. Et je fais Enter, et je viens de trouver. Bien oui, c'est sûr que vous aviez 0,4%, puis là, vous aviez 0,1%. Quand on additionne, ça fait 0,5%, c'est exact. Maintenant, là, si je veux connaître l'erreur absolue, je multiplie l'erreur relative par la mesure. Puis ça me donne toujours, dans tous les cas, l'incertitude absolue. Allons-y. C'est comme le calcul inverse qu'on fait. D'habitude, on
On calcule l'incertitude relative à partir de l'incertitude absolue et la mesure. Mais là, je fais l'inverse. Fait que je vais faire quoi? Ben, je vais faire la mesure, celle-ci, multipliée par l'incertitude relative et ça va me donner son incertitude absolue. Nice! Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et je vais prendre ces deux calculs-là puis je vais les reconduire vers le bas. Ah, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bien bizarre. Pourquoi cela fait ça? Eh oui, l'avez-vous trouvé? Moi, j'ai trouvé. Vous savez, quand j'ai fait ça, là, j'ai dit je vais additionner l'erreur relative du premier, c'est-à-dire ça ici, et l'erreur relative du champ gravitationnel. Or, le champ gravitationnel, je devrais mettre... Ça vient de où, ça? C'est le E13. Le E13. E13. Maintenant, ça ici, là, je ne peux pas aller chercher une valeur qui est ici, ni là. Ça là doit être bloqué. Fait que je dois bloquer le E13 que vous voyez ici. Je dois mettre un signe de pièce. Évidemment. Comme j'ai mis mon signe de pièce ici, là, eh bien là, quand je vais reconduire le calcul par ici, bien, ça va marcher. C'est pour ça que maintenant, ce sont les bons et tout fonctionne. Maintenant, passons au tableau. Ben, pas le tableau, mais l'autre colonne. Cette colonne-là, ça demande, c'est quoi l'accélération? Ben, l'accélération, si on se rappelle bien, une parabole, hein, ça a un paramètre qui est devant le t au carré, mais dans la cinématique, le paramètre qui est devant t au carré, c'est la moitié de l'accélération. Donc, si on prend si on prend le A moyen qui est ici, là, okay, ce A moyen-là, il ne correspond pas à l'accélération. Il faut faire 2 fois. Donc, 2 fois ce paramètre-là pour que ça donne l'accélération. Sauf que là, ça ne fonctionne pas du tout parce que j'ai pas commencé par égal. Il faut commencer par égal. Ensuite, il faut prendre 2 fois 2, multiplier avec astérix, multiplier par la mesure de A. Ça va marcher. Fait que ça, c'est mon accélération. Puis, je vais prendre ça ici. Et j'ai trouvé mon accélération pour tout le monde. Maintenant, quelle est mon erreur absolue? Bon, l'erreur absolue ici, j'ai multiplié par 2 cette chose-là. Quand on fait une multiplication, je vous le rappelle, quand on fait une multiplication, on a besoin de additionner les erreurs relatives de chaque facteur. Le premier facteur, c'est 2. Il n'y a aucune incertitude au chiffre 2. Mais l'autre, il y a déjà une incertitude relative de 1,3, ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner 0 à 1,3 et je vais trouver que mon erreur relative pour A, ça va donner la même chose que l'erreur relative du A. Ouais. Et bon, je vais remettre le calcul pour tout le monde. Puis ensuite, je vais procéder à la même chose. Si tu connais déjà l'erreur relative d'une mesure ou d'un résultat, eh bien, tu as juste à multiplier le résultat par l'erreur relative, ça va donner l'erreur absolue. Donc, allons-y, égal. Je prends... Oh, pardon. Oh, mon Dieu, il faudrait que je me couche plus de bonne heure. J'ai besoin de quoi? De l'erreur relative multipliée par le résultat et ça va me donner mon erreur absolue. Et je redistribue le calcul vers le bas. Donc, je suis rendu maintenant au taux. Un taux, c'est une division à un taux. Hein? Je prends la force, celle-ci, je la divise par A. Ça, normalement, ça donne la masse. Alors, allons-y, faisons la masse. Ça fait égal. Égal à quoi? Je prends la force. Je la divise par l'accélération. Et voilà. Mais comme ici, j'ai une division, ça veut dire que, je vais avoir un erreur relatif.
Fait que là, ce que j'ai ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver... Oh, je pourrais... Ça, c'est... Il me demande, trouve-moi le min puis le max. Quoi, le min? Oui, ce rapport-là, le min puis le max. Fait que je pourrais même dire, écoutez, je pourrais faire comme ça. By the book, là, on ferait ceci, mais... je suis en train d'hésiter beaucoup, excusez-moi, mais c'est parce que je me rends compte que je suis capable de calculer cette quantité qui est ici de deux façons. Fait que je vais la calculer comme ça ici, puis à cet endroit-là, je vais le calculer d'une autre façon. Vous allez voir là, je vais juste vous montrer ça. Je veux calculer le rapport F sur A minimum. Ça va être égal à quoi? Eh bien, normalement, si tu fais un rapport, tu as une quantité au numérateur. Je vais commencer par une parenthèse, puis cette quantité-là, ça va être la force. Fait que cette force-là, mais je vais prendre moins son incertitude absolue. Donc, c'est une force qui est plus petite. Divisé par quoi? Là, je vais diviser ça par l'accélération. Mais l'accélération qui est ici, je vais commencer par une parenthèse. Et je vais prendre l'accélération, mais moins son incertitude. Parce que si je diminue l'accélération, ça veut dire que je diminue le dénominateur, puis en diminuant un dénominateur, ça fait une plus grosse fraction? Ouais, fait que je ne devrais pas diminuer. Non, je devrais augmenter le dénominateur. Parce que quand tu as un gros dénominateur, ça fait un petit nombre. Puis ce que je vais avoir, c'est le plus petit rapport. Fait que je prends le numérateur le plus petit divisé par le dénominateur le plus grand. Fait que j'ai pas fait la même chose avec mes erreurs absolues. J'ai diminué ma force et j'ai augmenté mon accélération de façon à avoir un rapport qui était minimum compte tenu des incertitudes. Là, je vais faire le contraire. Ici, pour trouver le rapport maximum, je vais trouver quoi? Je vais ouvrir une parenthèse, je vais insérer ma force, je vais additionner son incertitude, comme ça je vais avoir le plus gros numérateur, je vais diviser par, j'ouvre ma parenthèse, l'accélération, mais ici je vais enlever son incertitude pour avoir le plus petit dénominateur, puis je vais trouver les valeurs extrêmes. Puis ce qui est intéressant, là, vous voyez là, ça donne, ici moi j'avais calculé 1,074. Si, essayez de vous en rappeler là, okay, 1,74. Je vais enlever ça, puis là, je vais faire égal. Égal à quoi? Bien, je vais ouvrir une parenthèse, je prends le plus petit plus le plus gros. Fait que ça, c'est vraiment les deux valeurs extrêmes que j'additionne et je divise par 2. C'est comme si je faisais la moyenne. Okay? Puis là, je trouve la même chose. Fait que quand on fait une extrémité puis l'autre extrémité divisée par 2, on trouve souvent la même chose. Des fois, ce n'est pas la même chose, puis c'est encore mieux de le calculer comme ça. Okay? On prend la valeur extrême, si on l'a, la valeur extrême la plus grande, la max, le min, on additionne les deux, on divise par 2, puis ça donne la moyenne, puis là, ça nous donne la valeur qui devrait être en plein centre de cet intervalle possible, compte tenu des incertitudes. Maintenant, l'incertitude, avec la méthode des extrêmes, ça devrait être, j'ouvre la parenthèse, je prends le plus grand, moins le plus petit, ça donne l'étendue, puis cette étendue-là, je la divise par 2, puis ça va me donner mon incertitude. Nice. Puis là, l'écart relatif. L'écart relatif, c'est toujours la même chose encore. Je prends l'erreur absolue, je la divise par la valeur, puis ça me donne en pourcentage. Ici, bon, j'ai peut-être un peu trop de virgule, je vais diminuer juste ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tout. Je prends tout ça, là, puis je le fais recalculer pour tout le monde. Et voilà. Tellement facile. Ça ici, je pourrais même le mettre, c'est plus beau comme ça. Fait que j'ai fini. Ce qui est intéressant après à voir, je suis allé un peu trop vite. Ce qui est intéressant à voir après, c'est que on a un graphique de la force résultante en fonction de l'accélération. Ce graphique-là, il est très beau. Si jamais vous perdez si vous avez cassé votre fichier, ça ne s'affichera pas. Il va falloir le faire. Puis si vous avez de la misère à le faire, envoyez-moi un petit courriel. Moi, je vais me faire un plaisir de faire une vidéo sur comment est-ce qu'on fait des graphiques comme ceux-là. Okay? C'est peut-être un peu trop zoomé. Je vais le mettre un peu moins zoomé. J'arrive à 100%. Je vais me mettre à 100%.
Et là, on va regarder d'autres choses. On va regarder, OK, j'ai des diagrammes de comparaison. C'est quoi ça, ce diagramme-là? Eh bien, ça le dit, là, les masses totales du système. Ça ici, c'est la masse totale du système. C'est environ 1,05 et des poussières, là, ça ici. Fait qu'on voit, avec ces données-là, que ma masse, elle n'est pas égale à celle-là. Ah, c'est plate, hein? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça ici, c'est une série c'est une série stat, autrement dit. C'est quoi ça? On va aller voir, c'est quoi ça? Où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai placé ça? Et ici, c'est une méthode statistique secrète, OK? En utilisant les données du graphique et de la force résultante en fonction de l'accélération. En utilisant ce graphique-là et ces données-là, on a été capable de trouver la pente du graphique. Ça, c'est la pente du graphique. Okay? Et on a trouvé une incertitude de la pente. Ce qui est très cool, mais c'est une méthode qui est assez compliquée puis que je n'explique pas ici. Donc, on a voulu vous donner la pente de ce graphique-là. Puis sa pente-là, là, elle ne donne pas la même pente que celui-là. Voyez-vous, ça, c'est la pente, là. 1,0442, tandis que moi, ça donne 1,0441. Ça ne donne pas la pente. Ici, il y a un traitement statistique qui tient compte des erreurs de chacune de nos mesures. Fait que ça ici, c'est l'accélération qui vient de la pente, qui vient de nos 7 mesures, nos 7 essais. Et ça nous donne, évidemment, là, une masse, parce que cette pente-là, c'est vraiment là, OK, de la force divisée par de l'accélération, ça donne la masse. Donc, ça nous donne la masse. Puis cette masse-là, ben, elle a une incertitude. Puis on voit très bien que la masse qu'on a mesurée sur la balance, elle chevauche la plage de valeurs que nous indique notre graphique. Okay? Tandis que ça, ce qui est intéressant, par contre, c'est quand on essaie de faire, quand on a pris chaque essai individuellement, quand on dit « Hey, j'ai des essais individuels », ça me donne des masses qui sont tous ici. Ces masses-là, là, ils se recoupent tous. C'est bien, sauf qu'ils sont tous, ou presque, un peu plus grandes. Voyez-vous? Là, c'est marqué écart relatif. Ouais, OK. Écart relatif, c'est pas incertitude relative. J'ai fait une erreur ici. Ce n'est pas une incertitude relative que je vais avoir ici. Là. C'est un écart relatif. Là, je vais enlever ce calcul-là. C'était pas bon. Je vous ai induit en erreur. Tant mieux pour les gens qui ont resté à l'écoute. Parce que là, vous allez pouvoir corriger. L'écart relatif, c'est quoi? L'écart relatif, c'est que, hey, moi, j'ai une masse, j'ai un résultat, le plus petit, c'est celui-là, le plus grand, c'est celui-là. Est-ce que ce résultat-là et ce résultat-là correspond au résultat qui est... Non, mon dos, je ne le vois pas ici. Je vais monter ici. OK. Voyez-vous, ça, c'est mon... Je le vois dessus. 0,5 puis 1,05 puis 1,09. 1,05, 1,09. C'est celui-là. Hein, c'est celui-là. La série 1. Ouais, c'est lui-là. OK. Quand je clique là-dessus, je vois que ça apparaît. Eh bien, est-ce que cette plage-là recoupe la valeur qui est ici? La réponse, c'est non. Ça ne recoupe pas. C'est plate, hein? Ça ne recoupe pas cette valeur-là. Okay. Donc, il y a une erreur, il y a un écart. Puis cet écart-là est significatif. Fait que cet écart-là, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à... Je vais prendre la valeur. Bon, ma valeur, là, qui était ici. Ça, c'est ma valeur, là. Ici. Okay? Ma valeur la plus grande, c'est celle-là plus celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, moi, j'avais une valeur qui était un peu trop grande. Cette valeur de masse est un peu trop grande par rapport à celle-là. Donc, je vais calculer un écart. L'écart que je vais calculer, ça va être
celle qui est la plus proche. Fait que je vais prendre ceci. Je vais prendre une parenthèse. Je vais prendre la valeur la plus proche, mais qui est plus grande. Okay. Puis je vais faire moins la valeur que je m'attendais, qui serait celle-ci. Puis je vais diviser par... Je divise quoi? Je divise pas. Ça, c'est l'écart. Mais si c'est relatif, je vais diviser par la même erreur, par le même chiffre. Okay. Puis ça ici, là, je vais mettre un symbole de pièce devant 18 parce que je veux que ça soit toujours cette case-là qui soit calculée, même si je m'en vais faire des recalculés vers le bas. Donc, je ne veux pas que ça change. Fait que si je fais ça ici et je recalcule vers le bas, je vais trouver. Si jamais j'ai des potentiels négatifs, c'est que là, ici, ça ne marche pas. Là. Ici, je vais l'enlever ici, puis je vais l'enlever aussi ici. Pourquoi je les enlève ici? Bien, c'est parce qu'ici, ça se recoupe. Il n'y a pas d'écart. C'est non significatif. Comme, regardez, cette 1,04 puis jusqu'à 1,08, voyez-vous, on entre dedans. Là. Si vous regardez ici, j'ai celle-là, là, regardez celui-là, là, le deuxième, là, il fait partie, cette donnée-là fait partie de cette plage-là. La même chose ici, cette donnée-là fait partie de cette plage-là. Donc, il n'y a pas d'écart significatif entre cette valeur-là et cette valeur-là par rapport à ici. C'est vrai qu'ils ont l'air tous être un peu plus élevés. Et c'est vrai, ils sont tous un peu plus élevés. Ça, c'est plus vrai que ça. mais il ne faut pas le dire trop long. Il ne faut pas le dire. Je vous le dis ici, ça c'est non significatif. Non significatif. Oh, j'ai marqué une cochonnerie là ici. Nope. Nope. Et voilà. Ils sont tous un peu plus... Ils sont presque tous un peu trop grands. Autrement dit, quand on fait le rapport entre F et A de manière individuelle, ils sont tous un petit peu trop élevés. OK. Fait que ça résume bien ce qu'il fallait faire comme calcul. Évidemment, vous allez coller vos graphiques ici. Okay. Bonne chance. Puis, on se voit pour d'autres questions peut-être.